Ce type-là, je l'ai rencontré à la Coupe Picard à Saint-Yves, il m'a dit le jour où il t'arrive une merde, tu t'en prends qu'à toi-même. L'aile, c'est toi qui l'as choisi. L'endroit où tu as volé, c'est toi qui l'as choisi. Le moment de décoller, c'est toi qui l'as choisi. L'enseignant ou le mec qui te guide, c'est toi qui l'as choisi. Donc si tu te mets 50 coups de pied dans le cul, tu te remets en question. Si tu prends une décision à la place d'un pilote, tu lui casses son mental. Tu vas le mettre en retard. C'est comme en musique, celui qui suit la partition, il sera toujours à la bourre. Bon, salut Alain. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi pour ce podcast sur la sellette. On n'est pas très loin de Grenoble là. Bon, d'abord, j'aurais aimé savoir comment tu vas par rapport à ce qui t'est arrivé il n'y a pas longtemps. Ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, oui, ça va mieux. Un accident sur 35 ans de vol, pris un dos dans la gueule, boum, par terre, voilà. Okay. Comme on dit, ça remet les idées en place. J'ai de la chance, je suis vivant, je suis pas en chaise roulante, donc je peux recommencer à voler et refaire ma vie. En ayant peut-être pas un autre regard, mais quand même une vision un peu différente quand on passe un peu fin. Alors, on va en parler de tout ça. Voilà. Et tu disais 32 ans, est-ce que tu arriverais à nous raconter un peu comment tu as commencé et comment c'était à l'époque, les débuts du parapente et j'ai une troisième question. Pourquoi tu t'es mis au parapente? Pourquoi? Ouais, le plus important pour moi, c'est l'intention, quoi. L'intention, c'est l'idée de voler, quoi. Et depuis que je suis gosse, j'ai toujours, je sais pas pourquoi, alors qu'il n'y avait pas d'aéronautique dans la région, j'ai toujours rêvé de voler. Donc je fabriquais à l'époque, j'étais gosse, avec des cajots en bois, c'est des cajots pour mettre les aliments. Je fabriquais des petits avions et je rêvais que j'étais dans une aile de l'avion. Et j'en rêvais même la nuit que je passais en dessus des montagnes. Parce que j'habitais en pleine montagne et l'idée c'était de survoler un peu les massifs et tout, quoi. Et donc ça, je suis né en 54, donc tu vois, c'est pas d'aujourd'hui. Mais à l'époque, on n'avait pas les moyens de voler. Il y avait les avions, mais c'était trop cher, il n'y avait pas d'aérodrome à côté, rien, personne ne volait. Donc c'était juste un rêve de gosse, j'aimerais voler, je sais pas pourquoi. Et beaucoup plus tard, en 90, j'étais de passage de nouveau dans la région, et ma sœur me dit Alain, je fais du parapente. Et je lui dis c'est quoi le parapente? Et elle me dit c'est un chiffon avec des ficelles, tu cours et ça vole. Je dis ah bon, fais-moi voir. Et 2 heures après, on était au sommet d'une montagne et sans aucune connaissance, sans radio, sans moniteur, pas de casque, en basket, enfin bon, la totale, pas d'assurance, rien. J'étais au sommet en plein mois de juin, au sommet d'un massif, heureusement avec une aile qui était plutôt un fer à repasser qu'autre chose, quoi. Et je me suis retrouvé à décoller avec un parapente, tellement j'avais l'envie de voler. Mais c'était un truc de fou, je savais même pas s'il fallait lâcher les avants, je me suis retrouvé en vol avec les commandes et je savais pas à quoi elles servaient. Et quand j'étais en l'air, j'étais beaucoup trop haut par rapport à l'endroit où je devais atterrir, parce qu'il y avait des thermiques, je savais pas ce que c'était. Et là, je dis, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai vu ces poignées et je donnais des petits coups à droite, à gauche, parce que je savais pas, aucune idée de comment on faisait un virage à ce truc-là. Et j'ai atterri un peu dans un buisson en bas, avant un câble haute tension et la forêt. Déjà un joker. Voilà, déjà un joker. Mais toi, l'intention de voler était tellement grande dans ma tête que je me sentais absolument indestructible. Et heureusement, par la suite, il y a 2-3 alertes qui se font voir que t'es pas si indestructible que ça, quoi. Mais le mental, pour moi, c'était d'avoir envie de. Si tu n'as pas envie de voler, tu vas trouver tous les inconvénients, tu vas avoir tous les dangers, tu vas avoir la peur, tu vas voir tout qui va arriver. Si tu as envie de voler, que c'est au fond de toi-même. Surtout au final, à l'époque, il fallait avoir envie, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. En structure, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un gars là-haut qui avait une école de parapente, mais c'était à l'arrache un peu, chacun faisait, c'était normal. Ça se mettait en place, tout, donc c'était un petit peu... Moi, je ne faisais pas partie des précurseurs, les mecs ont commencé bien avant moi. C'était encore plus compliqué pour eux parce qu'ils avaient vraiment zéro connaissance. Mais pour nous, c'était déjà pas mal non plus, dans la mesure où on apprenait à prendre soi-même les décisions. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Il fallait apprendre à se débrouiller tout seul, quoi. Donc après, une fois que j'ai pris conscience de tout ce truc-là, évidemment, j'ai foncé acheter une aile. Et là, je me suis dit, Coco, peut-être falloir calmer un peu le jeu, pas faire n'importe quoi. Et commencer à réfléchir comment ça vole, pourquoi ça vole, c'est quoi un incident de vol, qu'est-ce qui peut t'arriver comme merde, prendre une assurance aussi. Enfin bon, quoi, réfléchir un petit peu. Il y avait déjà
il y avait déjà des parapentes avec plusieurs caissons. Enfin, c'était plus des parachutes, c'était là on parle d'une époque. Ouais, alors j'ai eu la chance, l'extrême chance de faire mon premier vol avec une Astérion 820, qui était une aile, je sais pas combien de mètres carrés, une petite aile de 7 caissons, 2,5 de finesse. Donc, pareil qu'en wingsuit. Ouais, j'ai fait la wingsuit, tu vois bien ce que je veux dire. Et moi, quand je vois comme les mecs comme toi en wingsuit qui arrivent, ils disent, tiens, ça me rappelle ma première aile, quoi. Qui freine un peu, ça plombe comme une merde. Tu lâches, t'accélères, ça plombe comme une merde. Tu fais deux virages à Saint-Yves, tu passes pas la route. Enfin bon, quoi, tu vois très bien ce que je veux dire. Quoi, donc un peu en autodidacte au final. Complètement en autodidacte. Okay. Mais ça aussi, ça c'est un truc dès le départ. Là, on n'est pas tous, je dis pas plus malin ou moins malin qu'un autre. T'as des gens qui sont destinés à apprendre tout seul, d'autres qui ne le sont pas. Tu as des gens qui ont besoin d'un cursus pour travailler. Moi, je donne des cours. Je comprends parfaitement qu'il y a des gens qui ont besoin d'un professeur. Moi, je fais un peu bande à part là-dedans, dans la mesure où j'apprends tout seul, quoi. Ça prend beaucoup plus de temps. C'est très long. Tu peux faire de grosses erreurs en apprenant tout seul. Et le problème, tu peux mémoriser et automatiser des erreurs. Et ça, c'est pas, comme je disais, c'est pas tout positif, pas tout négatif. Jamais je dirais c'est mieux ou moins bien. C'est une autre manière de fonctionner, c'est tout, quoi. Et dans tes débuts, est-ce que tu as à un moment trouvé des gens avec qui tu disais, bon, là, on pourrait s'entraider dans notre progression? Est-ce qu'au début, il y avait ce phénomène de groupe aussi où chacun se donnait un petit peu des conseils de « Ah, j'ai fait ça la dernière fois, ça a raté, le fais peut-être pas comme ça, fais peut-être autre chose ». C'était un peu ça aussi, dans la mesure où quand un faisait une connerie ou se cassait la figure, on essayait de comprendre comment il a fait pour se casser la gueule. Freinage trop tôt en arrivée en bas, pouf, dos pété, tu dis merde, le prochain c'est peut-être moi. Ou j'en sais rien, par arriver vent de cul, ou partir quand il y a de l'orage, ou faire toutes les merdes, parce qu'on les a toutes passées en revue, toutes les conneries. J'ai écrit un bouquin là, il y a quelques années en arrière sur toutes les conneries qu'on peut faire en parapente. Il y en a 300 pages. Ouais. Et encore, j'aurais pu en faire 300 aussi. On va en parler de ton livre aussi à la fin, qui est hyper intéressant et qui est enrichissant. Il y a de quoi faire en conneries. Et comme le disait un copain qui était instructeur en hélico, n'essayez pas de refaire toutes les conneries qu'on fait vos aînés. Votre vie est trop courte pour ça, quoi. Donc, et comment tu t'arriverais, par exemple, là tu disais que ça faisait 32 ans. 35. 35 ça va faire 34, 35. Est-ce que tu arriverais par décennie à décrire un peu l'évolution de ta pratique? Ouais, alors au départ c'était une activité qui coûtait pas cher. Donc faut quand même remettre un petit peu les pendules à l'heure. L'aviation c'était pour les gens qui ont les moyens. Donc le parapente touchait des ouvriers, des mineurs, des gens qui gagnaient pas grand chose. Et ça leur donnait l'idée d'aller voler, quoi, de voler voler. C'était pas donné à tout le monde à l'époque de voler. Comme je disais quand j'étais gosse, il fallait avoir les moyens, quoi. Donc on a vu beaucoup d'ouvriers, de paysans faire du parapente. Sans aucune connaissance, un peu comme moi à l'arrache. Beaucoup ont arrêté parce qu'ils s'en fait peur ou ils s'en fait mal. Donc il y a eu une espèce d'épuration naturelle au démarrage, okay, qui était un petit peu catastrophique. Et on a vu des mecs se faire mal aussi malheureusement ou décéder, quoi. Donc là, on s'est dit, il faut reprendre un peu le matériel a évolué. Alors au début, on avait des ailes qui paraissaient sûres, comme on dit, les 7 caissons, comme tu dis. Ça, tu parles des années 80? Non, ouais, en 85-90. Okay. Ensuite, on a vu une très rapide évolution entre 90-96 du matériel. Et là, justement aussi, il y a eu un gros élagage qui a été fait parce que les constructeurs savaient pas trop aussi où ils allaient, l'informatique était pas au top, et donc ils fabriquaient des protos ou des machines. Il fallait pas avoir peur, hein. Et au début, on volait sans parachute de secours, donc partir en autoroute, ça venait même. Toi, c'était inimaginable. Tu faisais quoi si tu cassais du matériel, t'étais mort. Donc on s'est vite, enfin moi je me suis très vite équipé avec un parachute de secours, et merci à Pierre Bouillot à l'époque qui les vendait moins cher aux moniteurs et aux premiers qui se lançaient là-dedans, c'est encore merci à lui. C'était une bénédiction d'avoir un parachute de secours, quoi. Donc il n'y a pas que ça. Ensuite il y a eu les ailes sont devenues de plus en plus performantes avec plus ou moins de
Moi, j'ai essayé des prototypes, mais tu prenais peur, quoi. C'était des machins de fou, quoi. Et ça faisait une partie un petit peu normale de l'évolution, du processus d'évolution. Tu peux pas faire une omelette sans casser des œufs. Donc, c'est pas la faute des constructeurs. Ils fabriquaient une aile absolument persuadés que, en mettant un caisson de plus ici, en mettant des clapets en haut de ferme. On a tout vu passer là-dedans. Complet, mais t'es pas obligé. On savait pas comment faire pour qu'une aile ne ferme pas. À l'époque, tout a été inventé. Des joncs à l'intérieur, des clapets, on a vu passer tout type de... toutes les idées possibles, imaginables. Voilà, Et après, de 2000 à peu près maintenant, tu as senti des grosses évolutions, que ce soit en parallèle avec... là, tu parlais du matériel, est-ce qu'il y a eu des évolutions, parce que du coup, tu as appris en autodidacte, est-ce qu'il y a eu des évolutions dans les écoles, dans le fait que... dans les formations, est-ce que tu as vu des choses... Est-ce que tu as vu les choses évoluer, du coup ? J'ai vu les choses évoluer en bien et en mal. En bien, dans la mesure où c'était un peu plus structuré, donc ça recadrait un petit peu ceux qui débordaient ou qui faisaient un peu tout n'importe quoi dans leur coin, un peu comme moi, quoi. C'était pas plus mal pour certains. L'inconvénient, on a commencé à mettre en place, un peu rigidifier une manière d'enseigner, de faire et de voir les choses. Et donc, il y a à boire et à manger dans les deux méthodes aussi, comme je te disais tout à l'heure. On ne peut pas dire que ça c'est bien ou moins bien. Les méthodes évoluent, les ailes ont évolué. Nous, il faut les s'adapter au matériel. Mais le problème est exactement le même pour moi maintenant. À l'époque, certaines méthodes qui existent maintenant, que les jeunes apprennent tout de suite, par exemple le pilotage aux arrières, ça venait pas à l'idée, quoi, nous avant. On a tout vu passer. On a vu passer des fameuses barres à l'arrière pour gérer les trims, on a vu passer toutes sortes de trucs, avec plein de merde aussi, et plein de trucs dangereux entre les deux. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres méthodes que nous, les anciens, on doit apprendre si on veut se maintenir au courant de ce qui se fait au niveau matériel, évolution du matériel et tout. L'allongement, l'aile que j'ai a 8 d'allongement, c'est un truc de fou. Quand je l'ai acheté la première fois que j'ai volé avec, je me dis, attends, Coco, t'as démarré avec une Astérion, et là tu te retrouves avec un machin qui a 12 de finesse à je sais pas quelle vitesse. Faut être préparé. Ouais, bien préparé, mais un immense plaisir, comme tu peux même pas t'imaginer. Maintenant, je vole, j'en ai pas besoin de cette aile. Avec Souvent, pour faire quoi? Je fais pas de complexe, mais putain, c'est le plaisir de voler avec une super machine. Et ça, c'est mon plaisir à moi, personne peut me l'enlever, quoi. C'est comme un vieux con qui roule avec une Ferrari, alors c'est limité à 50. Tu vois ce que je veux dire, quoi. On en parlait un peu, c'était la même chose. Tu vois, c'est le plaisir de voler avec un machin qui est fin, qui est très allongé. Après, il faut pas faire le con avec. Non. Sachant que si tu fais une erreur avec, tu vas la payer très cher. Il faut connaître son niveau, du coup se connaître soi-même et se dire, avec cette voile-là, faut pas que je me mette dans des conditions que je fasse d'erreurs. Ouais, tu peux te foutre, mais ce qui est quand même aussi, pour revenir à ce que tu me disais au début de l'interview, ça fait 35 ans que je vole, j'ai volé avec toutes sortes de prototypes, avec des machines, tu peux même pas t'imaginer, des engins casse-gueule à mort. Il m'est jamais rien arrivé. Je sais pas ce que c'est qu'un quart tour d'autoroute, je sais pas ce que c'est que le perte de contrôle de mon aile, et l'année passée, je me pète connement la gueule avec une aile de débutant, parce que je suis passé dans un dust, quoi. Donc, voilà, quoi. Ouais, les planètes se sont alignées sur la météo, sur le... Ouais. Non, mais c'est bien fait pour ma gueule. Le changement climatique égale des dust qui déclenchent de partout, conditions caniculaires, c'est de ma faute. Je devrais être un peu plus vigilant. Et à titre indicatif aussi, pour revenir à l'histoire du parapente, j'ai eu la chance de rencontrer il y a longtemps Andy Elliger, le Suisse, qui était vice-champion du monde à l'époque, en parapente et en delta aussi, je crois. Ce type-là, je l'ai rencontré à la Coupe Picard à Saint-Yves, il m'a dit, le jour où il t'arrive une merde, tu t'en prends qu'à toi-même. L'aile, c'est toi qui l'as choisi. L'endroit où t'as volé, c'est toi qui l'as choisi. Le moment de décoller, c'est toi qui l'as choisi. L'enseignant ou le mec qui te guide, c'est toi qui l'as choisi. Donc si tu te mets 50 coups de pied dans le cul, tu te remets en question. Et ce mec-là m'avait, très dur avec lui-même, hein. Il a eu un très grave accident, il s'en est parfaitement remis. Mais ça, pour moi, ça donne un mental d'acier. Alors que actuellement, malheureusement, tu parlais d'évolution, quand tu arrives une merde, tu vas en montagne, c'est la faute des autres, c'est la faute de tout le monde, sauf de la tienne. Voilà, sauf de la tienne. C'est important de se remettre en question, quoi. Se remettre en question. On va en reparler sûrement sur ce côté accident et remise en question, justement, avec le fait d'avoir ton expérience, comment tu te remets en question. Je pense que c'est pas mal pour plein d'auditeurs. On va en reparler de ça. J'aimerais passer du coup un peu sur à moins que tu aies d'autres choses à nous dire sur le passé. Sur le présent, un peu, je sais que tu es quelqu'un qui donne beaucoup d'informations pour les jeunes qui débutent
en parapente, que ce soit mon pote Zach, moi-même. À chaque fois qu'on a débuté un petit peu le parapente après nos stages, tu nous as un peu pris sous ton aile avec plein d'infos. Tout ça sans rien nous demander. Qu'est-ce qui te donne cette passion de l'enseignement sur le présent? Pour moi, c'est un juste retour. Vu que j'ai tout appris sans débourser un centime, d'abord, j'avais pas un rond, c'est au démarrage. Quant aux des mecs comme Zach, qui était étudiant, qui n'a pas un rond, Zach, à propos, petite blague à 2 balles, on l'appelait Petzel, tu sais pourquoi? Parce que quand il allait au Saint-Dénard, il se prenait 10 fois une frontale dans la gueule. On a tous des petits surnoms comme ça. Donc, mais toi, moi, c'était des gens adorables que je voyais qui avaient justement cette volonté d'y arriver. Des gens à très fort caractère, des gens très déterminés. Donc, on en revient toujours avec cette intention d'y arriver. Je ne me serais pas crevé le cul pour des gens qui n'ont rien à foutre, où tu vois, ils vont faire un coup de parapente comme ça pour dire qu'ils l'ont fait, et puis c'est tout. Mais quand toi, des gars comme ça, il y en a plein d'autres. Hein. Ou Hugo, la petite histoire aussi, un mec qui m'appelle, ouais Alain, j'ai vu sur internet, sur ta chaîne YouTube, ce que tu fais, ça m'intéresse, si tu donnes des cours. Je dis ouais. J'ai dit, et toi tu sors d'où? Il me dit, bah j'ai appris à voler tout seul avec une aile en B et un cocon. Je dis, oh putain. Mais il fait un peu de kite, alors je fouille un peu sur le net, puis je m'aperçois que le mec est très motivé, très sportif, et qu'il a cette idée comme Zach ou comme toi, pour aller de là jusqu'à plus haut niveau, faut se bouger le cul, faut travailler, faut bosser, et surtout avoir, on en revient au mental, mais avoir cette intention qui détermine le mental qui va aller avec. Si t'as pas l'intention de, c'est pas la peine. Non, ça n'arrivera pas jusqu'au bout. C'est trop dur pour arriver au bout sans le mental et sans l'envie, quoi. Tu n'y arriveras pas. Non. Ok. Et moi, je voulais savoir si, parce que du coup, on te voit un peu entre guillemets en indépendant sur le plateau de Saint-Hilaire. Est-ce que tu as bossé pour des écoles à l'époque? Oui, bien sûr, j'ai fait plein d'écoles. Bah, au début, tu n'es pas obligé. T'as eu ton monitorat à quelle année déjà? Je ne me rappelle plus combien, 94, je sais comme ça. Il y a de la bouteille. Je ne me rappelle plus, un peu de la bouteille dedans, mais ça veut tout et rien dire aussi à la fois. Peut-être un vieux conducteur, un très mauvais conducteur. Ouais. Donc, au début, en enseignement à l'école, je me rappelle, c'était sur le plateau Mathésin, un des premiers guidages que j'ai fait sans aucune connaissance. C'était pareil comme j'ai appris à voler. Tu te retrouves à Entraigues avec 42 brises, avec une radio et 15 bonhommes qui arrivent les uns derrière les autres, un câble de tension derrière les baraques et tout, il faut tout poser ça nickel en bas. Je me suis fait des frayeurs. Au début, je me suis chié dessus, quoi. Hein. Je dis franchement, je finissais la journée, j'avais des tremblements, j'en pouvais plus, quoi. Bon, pas casser personne, je touche du bois, hein. Ça peut peut-être arriver, on n'est jamais à l'abri d'une merde. Mais putain, au début que t'enseignais, c'était un peu ça, quoi, à l'arrache, quoi, démerde-toi, quoi. Donc ça fait partie aussi, toi, à l'époque, d'une certaine manière d'aborder les choses et de prise de responsabilité. Tu prends la responsabilité et ça plaisantait pas comme maintenant, hein, je veux dire, tu avais un peu moins droit à l'erreur que maintenant. Donc, par contre, maintenant, quand on voit ça aussi en école, il y a aussi des accidents, il y a aussi des merdes, t'as beau tout encadrer, tout. Voilà, c'est ce que je dis, il n'y a pas de bien ni de mal nulle part, c'est une manière de... Et à quel moment t'as décroché un petit peu du monde de l'école et en voulant un peu... moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ta vision de l'enseignement, justement. C'est quelque chose qu'on a abordé là juste avant de commencer l'interview. Voilà. La vision, ça date pas d'aujourd'hui. J'ai passé le monitorat en 2 fois. La première fois, j'ai envoyé chez le jury. Je ne dirai pas qui c'est. Pas leur faire du mal, ni du bien. Je leur disais que la radio, théoriquement, servait à rien. On en revient à mes méthodes d'enseignement. Si ta tête est programmée à faire un exercice, la radio sert juste, en cas d'urgence, à rectifier le tir. Si un élève se fout franchement dans la merde, c'est vraiment la bouée de secours. Et non pas blablabla pendant 2 heures raconter l'élève ce qu'il doit faire en l'air. C'était ma vision de l'époque quand j'ai passé le monitorat. Je me suis engueulé avec le jury à ce sujet-là. Il me disait, la radio, si tu dis que la radio sert à rien, t'as rien à foutre dans le monde des moniteurs. J'ai pas dit que ça servait à rien. Mais on en revient à cette idée que j'avais à l'époque déjà de faire de la programmation mentale, de façon que les gens sachent à l'avance ce qu'ils ont à faire. Tu leur expliques bien pendant des heures, des jours s'il faut, ou des semaines, et ensuite, quand tu les fais voler, tu les laisses se démerder pour qu'ils arrivent à se construire. Donc la radio, théoriquement, t'as pas à y toucher, sauf en cas d'urgence. Et voilà, quoi, c'était de l'époque déjà. Quoi. Déjà à l'époque, tu disais qu'on utilisait trop la radio pour télécommander un peu les élèves.
Le défaut, comme je te le disais tout à l'heure, si tu prends une décision à la place d'un pilote, tu lui casses son mental. Tu vas le mettre en retard. C'est comme en musique, celui qui suit la partition, il sera toujours à la bourre. Celui qui est en avance, qui prend les décisions, suit la partition, celui-là, il aura toujours gagné. Et malheureusement non, c'est un état d'esprit, on n'a ni pour ni contre, hein, comme les écologistes, bien au contraire. Mais en compétition, pareil, t'as des mecs qui partent devant, qui tracent la route. T'as des solitaires qui partent devant. Et t'as aussi plein de gens qui sont des suiveurs. C'est leur trip de suivre. Ils se classent, ils font des performances, mais ils suivent. Donc ils seront toujours à la bourre par rapport à ceux qui partent devant. Mais s'ils n'ont pas envie de faire autre chose, on les laisse suivre. Oui, il n'y a pas de jugement là-dessus. Non, aucun jugement. Tu as le droit d'être un suiveur, d'être suivre les autres. J'avais fait, si on peut en parler rapidement au niveau de l'enseignement, un petit tableau sur 20 points, qui partait de 0, 5, 10, 15, 20. Le niveau 0 de la vie sur Terre, c'est j'arrive au décollage, il y a du monde, c'est en air calme, donc et je regarde partir des gens et je suis autonome sur mon vol, en air calme, avec du monde qui part devant sur un site connu. Le niveau 20, je suis sur un site inconnu, je suis tout seul, et les conditions sont fortes et je fais de la distance, tu vois. Donc style, tous les grands compétiteurs ou les gens comme toi qui tracent la route tout seul, mais toi entre les deux, il y a tout un monde, tu vois. Ouais, il y a un écart. Un écart. C'est toi qui prends les décisions quand tu es tout seul au décollage. Et à l'époque, comme je disais, comment apprenez-nous, tu prenais les décisions tout seul, il n'y avait personne d'autre au décollage. Tu fais quoi? Tu es au sommet de la montagne, c'est toi qui décides d'y aller. Hein. Il n'y a pas quelqu'un comme à Saint-Hilaire qui part devant toi. Et ça en revient à se connaître vraiment soi-même sur son niveau de pratique. Avoir l'impression, je dirais, l'impression de se connaître. Des fois, tu peux regarder, toi, ce qui t'a amené à l'accident aussi. Bien sûr. L'impression de se connaître. Et puis, un jour, tu fais une grosse merde et boum. Et surtout, tous les deux, on est passés par terre tous les deux. On est bien placés pour en parler. C'est clair. On était à côté de la plaque sur le fait de se connaître. Ouais, on a fait. Mais par contre, ça apprend à se connaître. Ça apprend à se connaître. Si tu restes pas. Quoi. Si on survit. Si tu restes pas. Clairement. Ok. Et du coup, donc, si sur ta vision, là, il y a ce côté radio, aujourd'hui, t'as d'autres choses que la radio que tu t'aimerais pas changer, parce que là, tu le fais déjà par toi-même en tant qu'indépendant, mais tu peux nous expliquer ce que tu fais quand t'as, par exemple, un élève que tu prends sous ton aile, ou même que tu coaches, comment tu procèdes? Non, le processus, il est tout simple. On en revient pour apprendre à se connaître. Les stages que je fais, stage mental, et je n'ai pas envie de faire autre chose en ce moment que ça, parce que c'est ce qui me plaît vraiment, quand on revient toujours à cette intention. L'intention, c'est quoi? Les types, ils viennent avec moi le matin, je leur fais faire des exercices physiques, on va au terrain de sport. C'est pas pour jouer les héros à la Full Metal Jacket et faire des pompes à l'américaine, c'est pour que le gars prenne conscience, ok, je suis capable de faire combien de pompes? Pour qu'il apprenne à se regarder et se connaître. Par exemple, un élève vient le matin, il trouve ça bizarre, on va faire quelques kilomètres de course à pied, je l'amène au terrain de sport, on est là à faire du parapente. Hein. Et le gars dit, t'es capable de faire combien de pompes? Il me dit, 5, je vais en faire 20. Mon gars, c'est pas possible. Si. Et là, je lui prouve, pendant qu'il fait ses pompes, de l'intéresser mentalement à autre chose, de regarder le décollage en même temps, de lui poser d'autres questions. Et les dernières questions, maintenant, il y a ta femme qui est en train de crever à 100 mètres, tu crois que t'es fatigué, mec? Tu vas te bouger un peu plus le cul. Donc, on en revient un peu à l'américaine, quoi. Et le gars, il arrive à faire ses 20 pompes. Donc, c'est amener des gens à faire des choses qu'ils ne pensaient pas être possible de faire au démarrage. Donc, c'est valable pour les pompes, pour les tractions, un peu tout. Et pour que le gars, physiquement, il apprenne à se connaître. Ensuite, je travaille, il y a plein d'exercices. Les stages durent une semaine, il y a beaucoup de boulot. Des travails de relaxation, de respiration, des travails de posture. Alors, les postures, j'ai l'immense chance d'être marié avec une femme, Christine, qui est prof de Qigong, où on apprend la position. La posture est très importante. Tu peux pas faire circuler l'énergie à l'intérieur de ton corps et de ta tête. Si tu tiens tout de travers, quand tu marches, on a l'impression qu'il y a tout qui va te tomber sur la tête. Donc, faut travailler ta posture, ton regard. Ensuite, il y a plein d'autres trucs. La respiration, ça se travaille aussi. L'hyperventilation en vol. Plein de gens font de l'hyperventilation sans s'en rendre compte. J'en parle dans le livre. On a un champion qui s'est mis à faire de l'hyperventilation pensant qu'il était sous-oxygéné. En réalité, c'était le contraire. Enfin bon, c'est sur ce que la moitié dans le coma. Bon, quoi, donc le travail. Ouais. Et en l'air, si tu veux, on va faire des exercices respiratoires.
Ensuite, on va travailler, pas en l'air, mais au sol, sur le passage du nerf vague pour apprendre à calmer les émotions aussi. Donc là, je suis conseillé par des toubis. Pour bien une chose, tout ce que je fais, je suis pas thérapeute, ni j'ai pas de formation dans aucun de ces domaines-là. Par contre, on en revient au côté autodidacte. J'ai 3-4 toubis qui m'aident quand je travaille sur le nerf vague, je veux savoir, avoir un avis médical complet, de façon à pas dire de grosses conneries. À quoi c'est le nerf vague, à quoi ça peut me servir moi. Ouais. Ce qu'on utilise plutôt, c'est des thérapies brèves, c'est-à-dire le nerf vague, suffit de se masser 2-3 passages quand tu te sens un peu tendu, ça va calmer tes émotions, ça va t'enlever le mal de bide, ça va te relaxer un petit peu. La respiration, hyperventilation, tu apprends à souffler, mais si tu l'as pas fait en bas au sol, tu vas pas l'inventer quand tu es en l'air, d'accord? Donc il y a ça, on travaille sur quoi encore? Sur plein de trucs, sur des exercices aussi physiques, pour apprendre justement le regard, on travaille sur le regard. Je vais pas détailler les cours, mais par exemple, si j'ai 2 secondes, je t'explique en gros en vitesse comment ça fait. Un virage en parapente, l'élève, je lui dis, c'est tout con quand même. Je lui dis, comment tu fais un virage? Le mec, il fait ça. Non, non, non. Comment tu fais un virage? L'intention. On en revient toujours à cette intention. Je veux aller à droite. Pourquoi? Parce que le thermique est à droite. Je veux aller à gauche. Pourquoi? Parce que la dégueulante est à gauche. Tu veux monter, tu veux descendre. D'accord? Tu veux descendre, il faut que ce soit clair dans ta tête. Là, ça descend, là, ça monte. Je décide d'aller là ou là. Donc, je décide de. Ensuite, après la décision, le regard. J'espère que la caméra filme bien. Le regard, uniquement les yeux qui vont vers là, en détaillant, en ralenti. Ensuite, la tête. Et ensuite, il y a tout le corps qui suit comme une feuille de papier qu'on déroule jusqu'à la pointe des pieds. D'accord? Je veux repartir dans l'autre sens. Intention, je veux aller là-bas. Le regard, la tête et le reste, tout le reste du corps qui suit. On fait ça en snowboard, on fait ça dans plein d'activités à côté, dans tous les sports de glisse, on le fait là-dessus. Bon. Intention, regard et tout le reste de la carcasse suit. Ça se fait en moto, ça se fait en snowboard, ça se fait sûrement en wingsuit, je connais pas, mais je pense que ça doit être un peu tout pareil, d'accord? Pourquoi c'est pas enseigné en parapente, ce truc-là? Tous les élèves que je reprends, le virage c'est, alors je lève la cuisse, je fais ci, je tortille du cul, il y a pas une seule fois ce déroulement, comme je viens de l'expliquer, relativement simple, d'un virage. Et ça va pas se faire en 5 minutes en l'air. Il faut que tu t'entraînes à la baraque, sur ton fauteuil, devant la télé ou j'en sais rien. Un peu de visualisation aussi, quoi. Voilà. De se mettre dans ton cocon comme si tu étais en train de voler. Voilà. C'est intéressant. Donc ça, c'est les prépas mentales. Ça, tu fermes les yeux et tu fais l'armée de l'air, ils appellent ça la musique. L'armée de l'air le fait. Putain, mais bordel, les militaires le font. Nous, dans le parapente, on attend quoi pour faire ça? Quand j'amène des élèves à Saint-Hilaire et qui sont les yeux fermés et qui font la gestuelle droite-gauche, ceux qui passent devant me rient au nez, quoi. Bon, ben, j'espère qu'il y a des gars... je pense que ça peut-être qu'au haut niveau, ça arrive déjà. Je pense au niveau, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Je pense que nous, en VTT de descente, il y en a beaucoup qui le font déjà sur les pistes de visualisation. Sur le parapente, peut-être que ça viendra par ruissellement, du haut niveau jusqu'à... ruissellement, oui, mais le problème du ruissellement, il est là. Par où on commence? En ce moment, regarde, tu as les 4 Français qui viennent de faire le K2, fabuleux, Zébulon, toute l'équipe, là, bravo, fantastique. Maintenant, il va falloir faire redescendre l'information. Qui est capable de monter là-haut? Personne, d'accord? Sans oxygène là-haut. Qui est capable de faire ce qu'ils ont fait là? Blotch, il est déjà un peu plus vieux. Zébulon commence à devenir un petit vieux aussi, même s'ils sont titrés et tout. Vézrine, il est monté, laisse tomber, quoi, c'est un avion, quoi. Les jeunes qui regardent ça, ils s'identifient pas à ça. Par contre, l'Inoxtag, qui est faire un truc à l'Everest, 200 000 places réservées dans les cinémas pour lui. Donc, ouais, comme tu dis, c'est dingue. Alors, avant de critiquer ce que fait Inoxtag ou ce que font les autres au K2 ou n'importe quoi, on va essayer de comprendre comment ça marche. D'accord? Inoxtag, il a fait quoi, lui? Peut-être que ça coûtait la peau du cul, peut-être qu'il y avait des centaines de Sherpas derrière, on ne sait pas, on verra ça quand le film va sortir. Faut aller voir le film. Ouais, c'est ça. Et à côté de ça, bah, moi j'aimerais bien que Zébulon aussi fasse un film. Il y a un bout de vidéo qui traîne sur lui, là, avec sa nana, là, quand ils expliquent l'état de fatigue qu'ils étaient, un peu tout le truc. Mais il faut démonter aussi un film complet là-dessus, toi, c'est l'art et la manière de communiquer. Mais l'idée du ruissellement, comme tu viens de le dire par le haut, c'est pas toujours gagné. Moi, on me critique dans mes méthodes en disant ça concerne que les types qui veulent accéder à du haut niveau. C'est pas vrai. Moi, c'est fait pour vivre
heureux au quotidien, un Ouais, débutant parce que qui fasse un joli virage. c'est au final des méthodes qui peuvent débloquer pas mal de personnes qui, après un stage, sont bloquées par une situation où j'ai l'impression que il y a pas mal de gens qui peuvent, à travers des méthodes comme les tiennes, peuvent débloquer des choses parce qu'elles ont eu peur, parce qu'il y a eu un... Alors là, oui, ça peut être utile dans ce domaine-là. Ça peut être utile, je ne suis pas thérapeute non plus, mais ça permet d'enlever certains blocages avec des méthodes très simples. C'est un inconvénient, ça peut donner l'illusion de, et ça c'est pas bon. Il faut que ce soit fait un travail en profondeur. C'est pas parce que tu prends une posture, tu vas devenir zen complet. Il faut arrêter de déconner. Oui, bien sûr. Hein, C'est clairement. c'est pas tout à fait le but du truc. Faut se méfier aussi. Mes méthodes ont quand même aussi pas mal d'inconvénients. J'ai eu le problème il y a pas longtemps avec une stagiaire. Ça peut mettre les gens en état d'euphorie. Et ça, c'est pas bon. La personne, j'ai fait faire des trucs qu'elle pensait incroyables à faire. Jamais reposé en haut, elle repose deux fois en haut. Jamais volé avec un billet, je lui file le billet, elle vole, moi je suis passager devant, alors que je suis encore un peu tout cassé. Donc il y a une prise de risque de ma part, mais je sentais le truc. Et la personne était en état complètement euphorique et tout d'un coup, c'est pas bon quoi. Parce que la chute derrière est... Trop monté. Ouais, monter trop haut, trop poussé, trop de trucs, trop de rêves. Je pense qu'il faut aussi après... par exemple, après mon accident, parce que bon, quand j'enseigne des méthodes pour se remettre en forme, et que c'est toi qui es tout pété, et que tu vois bien ce que je veux dire, tu es à l'hôpital dans un lit, tu peux plus bouger, tu penses qu'un ver de terre, il a plus de mobilité que toi, bah tu veux les appliquer à toi, tes putains de méthodes. Et là, tu vas voir si ça marche sur toi. On d'appliquer ça chez le rat de laboratoire. Il te sert de ton propre rat de laboratoire. Donc, ils ont appliqué sur moi et ça a très bien marché. Je suis sorti de l'hôpital beaucoup plus tôt, j'ai recommencé à voler beaucoup plus tôt que ce qui était prévu, en faisant hyper gaffe aussi, avec l'aile de course, dans des conditions fortes, sans passer par tout le cursus, toi, je redémarre tout doucement et blablabla. J'avais besoin de redémarrer comme c'était avant. Parce que l'accident n'était pas lié à une aile de course, c'était pas lié à des conditions fortes, ça n'avait rien à voir. Propre rat de laboratoire, est-ce que tu peux nous expliquer l'accident, le dernier accident que tu as eu, et puis comment comment tu remontes la pente, entre guillemets? Ouais, alors l'accident tout con, donc faut débriefer le truc. J'avais fait une vidéo, mais j'ai pas publié là-dessus parce que ça concerne aussi une autre personne, donc il y avait que moi impliqué dans l'accident. J'étais en biplace, avec non pas la grande aile que j'ai biplace, mais une aile solo, j'étais avec un gosse de 6 ans, de 20 kilos, d'accord? Je pars en condition calme à 10h du matin à Saint-Hilaire. Calme de chez calme. Je fais 2-3 virages devant, ça thermique un petit peu, pas grand-chose. Le gosse est parfaitement à l'aise, moi aussi, tout se passe bien, nickel. Et j'arrive même pas assez de thermique pour reposer en haut. Je descends en dessous de la falaise, et là je dis, je vais faire durer un peu le plaisir, et j'essaie de choper 2-3 petites bulles qui restent en bas. Et là, mais un truc indescriptible, pour les gens qui sont passés dans les DOS peuvent se le dire, c'est tellement c'est compliqué pour moi d'exprimer ce que j'ai ressenti. J'ai déjà pris un DOS une fois, ça fait que je sentais ce que c'était, quoi. Donc tu voles, et tu prends un coup, on a l'impression qu'une pierre est tombée dans ton aile. Tu as l'impression qu'il y a 200-300 kilos de tension dans ton suspentage. L'aile part comme une bombe à l'équerre derrière toi. Elle te tourne autour. Aucune action sur la commande. Tu peux rien faire. Elle re-shoot devant, j'essaie de la stopper, ça m'arrache la commande des mains. Là, je dis, bon, c'est trop tard, je suis trop près du sol, je mets la main sur le secours, on passe entre deux arbres et boum, je tape. J'ai eu une chance énorme, je dis, j'ai eu de la chance, parce que le gosse était devant moi, je l'ai attrapé, tu sais, tu fais ce que tu peux, quand ça tape, hein, c'est pas toi qui décide d'eux, en fin de compte, et je tape à mort sur le côté où je me fracasse, donc le bas du péroné en bas, le fémur en 4 morceaux, la colonne en miettes. Enfin bon, puis je suis planté comme ça dans le décor, quoi. Et là, le but, on en revient à l'intention, ok, il s'est passé quelque chose. Le gosse, il a quoi? Donc tu réfléchis, le gosse, il a quoi? Toi, tu n'existes plus. Le gosse, il a quoi? Je fais les palpations, tout le fourbi, tout, moi je peux à peine bouger parce que je suis cassé, et je fais le secours sur le gosse. Ensuite, je prends mon portable, j'appelle l'hélico. Je leur dis, ok, je suis avec un gosse, je viens d'avoir un accident, est-ce que vous pouvez venir me chercher? Parce que pour l'instant, je suis vivant, mais dans quelques temps, j'avais peur d'une hémorragie interne, tu vois. Et l'hémorragie interne, les gars, je peux pas m'occuper du gosse, je peux m'occuper de personne. Donc, tant que t'es cassé, tu peux toujours faire des choses. La douleur, tu la sens pas. Hein. Et je m'occupe donc du gosse, l'hélico arrive sous le bazar.
J'ai eu le temps d'appeler ma femme, chérie, tout va bien, l'hélico vient me chercher. Bon, même avec une voix très calme, parce que je suis occupé à faire quelque chose. Donc ça, c'est le côté positif du truc, hyper concentré sur ce qui m'arrive. Je gère le secours sur le gosse, je m'occupe du gosse, je fais le bilan sur lui, ça fait que quand les secouristes arrivent, le tout-bi et tout, ils élitreuillent le gosse. Entre les deux, je fais un peu à La vie est belle de Benigni, là, dans une situation dramatique, c'est ce film sur les camps de concentration où il est avec un gosse. Le gosse, je voulais pas qu'il pleure, je voulais qu'il soit content. Je dis, bah t'as vu, on a eu un petit problème, mais t'inquiète, il y a l'hélico qui va arriver, tu verras, c'est hyper spectaculaire, ça ronfle, et les mecs qui vont descendre, détourner l'attention et dédramatiser la situation. Sauf que la facture, après, enfin bon, on verra après. Donc je suis là et j'occupe le gosse, et je vois que le gosse, il prend ça bien, quoi. Donc l'hélico arrive, ça fait un bacchanal d'enfer, ils descendent, ils le mettent dans un boda, ils remontent, ils ouvrent direction l'hôpital, où ils détectent aucune blessure ni rien du tout, et ils rentrent tranquillement, ses parents viennent le chercher, tout va bien. Moi, par contre, après, là, c'est plus la même, quoi. Il y a un relâchement, il y a toute la douleur qui monte, et là, c'est, je sais même pas. Non. Donc la facture, après, si tu veux, toute l'énergie dépensée sur cette action, arriver à l'hôpital, là, je te jure, s'il y avait une fenêtre ouverte, je me serais balancé par la fenêtre. Bout de course complet, fini, cuit, anémié, ils m'ont fait des doses de toutes sortes de trucs pour me remettre de l'aplomb, vidé, quand je dis vidé. Mais plus par terre que ça, c'est impossible, quoi. Je te dis, j'aurais jamais pensé au suicide, mais là, tu me refilais un flingue, je me boutais une balle dans la cour sans aucun problème. Donc tu vois, et après, après tu sors d'hôpital, on te dit que la moelle n'a pas été touchée, donc t'échappes à pas mal de merde. T'es vivant, il n'y a pas d'hémorragie, tout le bordel, tout, il y a plein d'os de pété, mais ça va se recoller, et tu te retrouves en rééduque. Là, dans la tête, dans le mental, j'ai failli tuer un gosse. Je vais voir des psys là-bas, tout le bordel, je parle aux gens et tout, et là, ça commence à me peser, toi. Moi, je vais pas bien. Mais tu réfléchis, j'ai fait quoi? J'ai volé en air calme, je me suis pris un putain de dust dû à cette merde de changement climatique qui fait que ça part dans tous les sens, tu sais pas où, quand, comment. T'essaies de pas trop culpabiliser dessus, mais je culpabilise surtout sur le fait que le gosse, il n'a rien eu, mais c'est un coup de bol, quoi. Imagine, je tue le gosse, il m'arrive comme ça, je repense à des copains qui sont guides avec des morts derrière eux. Comment tu fais pour... Il n'y a pas que ta douleur à toi, il y a celle des autres qui est peut-être plus dure à porter que la tienne, quoi. Et donc, ma femme, le soir, va récupérer mon matériel au PGHM et demande aux flics, et le gosse, comment il va? Et le gars du PGHM, il est content comme tout, il a fait un baptême de l'air en parapente, un baptême en hélico, il est rentré en ambulance, il est content, c'était une très belle journée. Ouf! Parfait. Parfait. Si tout le monde est content. Je suis cassé en mille, mais... Non, mais tu vois, pour moi, égal ça. Important. Mais j'avais toujours ce sentiment de culpabilité jusqu'au jour où on en revient au mental, quoi, leur intention mentale. Et là, ça peut venir... tout le monde peut être le coach de quelqu'un. Toi, tu as peut-être dû voir ça quand tu étais à l'hôpital aussi fracassé. Tu vas pas bien et tu prends un coup, il y a quelqu'un qui t'amène une nouvelle auquel tu t'attendais pas et qui fait que ça va te redonner le goût à redémarrer ou pas. Et un jour, j'avais toujours cette idée-là que j'ai failli tuer ce gosse. Il y a Pascal Bouliakoff, là, le photographe, là, qui est un bon pote. Il me dit, mais Alain, arrête tes conneries. T'as sauvé le gosse. Donc, t'étais en miettes et t'as fait un secours en étant tout pété, coincé, et t'as fait le secours sur le gosse, t'as tout fait ça dans les règles de l'art. C'est bon. Mais alors, toi, entre le statut d'être un héros et d'être une sous-merde, tu vois, il y a presque qu'un pas, quoi. Ouais, juste quelqu'un qui va te le dire, en fait. Quelqu'un qui va te le dire pour éviter que tu t'enterres dans la culpabilité. Parce que c'est des choses que tu as besoin d'entendre aussi pour que ça prenne forme. Bien sûr. Et surtout pas te prendre mon héros non plus. Non. Mais ça équilibre, en fait. Voilà. Vu que toi, tu te culpabilises, quelqu'un qui vient te dire quelque chose de positif, bah ça te qui va remettre un peu, comme dirait, les pendules à l'heure. Donc, comme je disais tout à l'heure, sur la remise en question, si tu pars à la dérive sur un truc négatif, tu vas plus voir. Je repense hier, on a revient à Zébulon, là, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ça. J'ai regardé le petit bout de reportage. Quand tu restes 40 jours sur une tente en attendant de pouvoir monter et décoller. Sacré mental. On en revient à l'intention dès le démarrage, quoi. Et j'ai une petite pensée aussi pour Antoine Girard qui n'a pas pu faire son truc comme il voulait là-bas. Et en plus, il y a un mort chez lui là-bas aussi. Donc là, c'est peut-être un... Hier, avec Hugo,
on parlait de ça sur le fait de signer un peu le contrat. Pour moi, il y a une différence aussi entre des personnes qui vont faire ce genre d'expédition. Et il disait à Hugo que c'est des gens qui signent un peu un contrat avec le fait que demain ils peuvent mourir dans ces expéditions-là. Alors que là, ce que tu as vécu, t'avais pas signé pour ça. Non, Tu vois ce que je veux c'est dire? un vol calme. C'est un vol calme. Ouais. Du coup, c'est dur de se dire que ça peut arriver quand tu signes pas le contrat, quoi. Regarde les grands noms moi je fais pas partie des grands noms, mais regarde dans les grands noms d'alpinisme, ils sont tous morts d'une manière. C'est aussi un truc que je dis à mes élèves dans les courses et les prépas mentales. Tous mes copains qui avaient un mental d'acier sont tous morts. Donc c'est peut-être bien de se chier dessus un petit peu de temps en temps, c'est peut-être bien d'avoir peur. La peur, c'est très très utile, quoi. Là, je me force en ce moment, c'est bien beau mes cours, mais il y a des inconvénients. Quand je vole en ce moment, je suis obligé de me dire, Alain, connard, va pas trop près des reliefs. Si ça ferme, tu fais quoi, connard? T'as envie de retourner à l'hôpital ou quoi? Ou au cimetière? Réfléchis 2 secondes. Donc tu vois, le mental, oui, mais... Ouais, apprendre à se connaître. Enfin, c'est toujours le même. En revenir au même point, c'est se connaître sur l'instant T, en fait. Parce que du coup, t'as vécu l'hôpital et t'as vécu l'accident. Et aujourd'hui, dans quel état mental t'es? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de te mettre proche des falaises comme ça? Non, parce que. Je vais mettre un petit peu de marge. Je vais voler toujours en conditions fortes parce qu'il m'est jamais rien arrivé en conditions fortes. Peut-être demain il va m'arriver quelque chose. Mais dans des thermiques à 10 mètres secondes, il m'est jamais rien arrivé. On en revient à ces histoires-là de dust et de trucs comme ça, des tornades, il y en a de partout là, en ce moment. Les gars du PGHM aussi, pareil, merci à eux encore. Beaucoup de potes qui sont là-dedans. Fred Souchon et puis tous les autres, là, c'est des gens extraordinaires. Et ils disent, attention au warning. Regarde dans le couloir du goûter en ce moment, les pierres, elles tombent. Changement climatique égale que ça descend, que ça c'est va... imprévisible. C'est le côté imprévisible qui fait... Je suis pas alpiniste, mais comparativement à ce qui tombe en ce moment en montagne, t'y vas pas. Un copain qui est guide, Rémi, là, il dit, tu montes avec des clients, à 6 heures du matin, il y a 0 degré, à 10 heures du matin, il y a 10 degrés, tu fais quoi? Les pierres, elles tombent. Tu traverses pas, tu vas ailleurs, Ça fait beaucoup de décisions à prendre par rapport à quand les conditions météo sont réunies, quoi. On rend le parapente, on va revenir au parapente, plus accessible. T'as vu ce qui est arrivé ces derniers temps à Annecy, là, avec les gens qui sont fait gauler par de l'orage. C'est pas que des imbéciles. T'as Vincent Springly, je crois, qui a fait une vidéo sur Internet là-dessus en expliquant qu'on peut tous se faire avoir, que le CUNAM, il est pas toujours là où tu penses. Puis c'est arrivé très vite pour eux. C'est arrivé très vite aussi. On a vu juste la vidéo, mais quand t'as les reportages, quand t'as des gens qui te reportent un peu le truc. Changement climatique égale, il faut qu'on, c'est la leçon à tirer de l'histoire, changement climatique pour les alpinistes, pour les grimpeurs, pour les parapentistes, méfiez-vous. Le vent peut passer de 0 à 60 en l'espace d'une fraction de seconde en bas. Dès qu'il y a de l'eau, c'est encore pire. Des tornades ou des dusts, il y en a de plus en plus. Donc, il va falloir comme tu disais, au niveau de la remise en question, il va falloir qu'on se remette en question sur nos pratiques et se dire, attends, Coco, aujourd'hui, on va peut-être falloir se calmer un peu. Tu as vu ces derniers temps, c'était le mois dernier, tendance à l'orage. Un CUNAM qui développe dans Beldon, qui vient jusqu'à Saint-Hilaire, il y a tout le monde qui est en l'air. Ouais, c'est compliqué. Un peu compliqué, quoi. Et donc, je sais pas trop comment penser là-dessus aussi. Je pense que dans l'évolution, comme tu disais tout à l'heure, sur l'enseignement, tout le monde veut aller au bout de quelques vols au Saint-Hénard. Tu es au Saint-Hénard, tu sais pas, t'as jamais appris à poser correctement, ça passe tout à l'heure, tu vas poser où? Il y a un CUNAM qui développe derrière, tu l'as pas vu, tu fais quoi? C'est intéressant de prendre tout en compte en fait. Maintenant, il faut vraiment bien regarder les conditions. C'est un peu plus, je trouve, un peu plus délicat, un peu plus compliqué, quoi. Ça avait un entraîneur d'équipe de France, je ne sais plus comment, je crois que c'est Belmain qui avait dit ça à une conférence à Saint-Hilaire, merci à lui aussi. Le matin, quand tu te lèves, tu te regardes dans une glace. T'as quel âge? Tu voles avec quoi? T'as quoi comme condition physique? Il y a quoi comme condition? Tu veux faire quoi? Tu mets tout ça bout à bout, et là, t'as à peu près une réponse. Si t'as tout dans le rouge, reste couché ou fais autre chose, quoi. C'est pas ce que je veux dire. Et du coup, c'est très bien, ça fait une transition. Quand tu regardes quand tu te regardes dans le miroir le matin, alors je parle de ça peut-être plutôt avant l'accident, mais c'était quoi qui t'animait le plus dans le parapente en tant que, entre guillemets particulier, mais parce que t'es pro aussi, mais pour toi,
qu'est-ce qui t'animait le plus? Je sais que tu faisais du bivouac, je sais que tu faisais plein de petites expéditions. Enfin, nous, on regardait ça, mais on disait, mais avec l'âge que t'as, les missions que tu te mets, enfin, on regarde ça, on se dit, mais il est fou, Alain. Non, et on trouve ça dément. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus pour les gens qui sont pas sur ta chaîne YouTube et qui voient pas ce que tu fais? Ouais, puis sur la chaîne YouTube, bon, pas tout marqué non plus. Premièrement, on en revient à l'âge, quoi. Beaucoup de gens trouvent ça normal qu'en vieillissant, tu prennes du gras. Moi, à l'hôpital, je me suis engueulé avec des thérapeutes. Je lui dis, je suis obèse. Non, monsieur Didier, vous êtes normal. Si, j'ai 2 kilos de trop. Donc, tu vois, le fait de prendre du gras, c'est pas normal en vieillissant. Je parle en dehors des problèmes de santé ou des merdes comme ça. On n'est pas tous égaux là-dessus. Il y a des problèmes génétiques, il y a plein de trucs. Mais en temps normal, si tu fais gaffe un peu à ta bouffe, tu fais gaffe à ton entraînement physique, tu peux marcher jusqu'à 80 balais ou 90 ans en pleine montagne sans avoir aucun souci non plus. À condition, attention, de pas avoir de soucis de santé. Hein. Quand tu as des soucis, des merdes, le foie qui déconne, ou des merdes à l'intérieur, ou des cancers, toutes sortes de saloperies, tu fais pas ce que tu veux de ta vie non plus. Donc, faut accepter qu'à un moment ou l'autre, ben, tu vas peut-être prendre du gras parce que tu as des organes qui marchent moins bien. Mais en temps normal, point de vue normal, il faut pas se dire parce que tu vieillis, tu fais plus rien. Dormir en igloo, comme je le fais moi, 70 balais, c'est accessible 3/4 des gens. Ce que je fais avec ma femme là en kayak en ce moment, c'est accessible à tout le monde. Sauf qu'il faut se bouger le cul, sortir les doigts du fût. Avoir l'intention. Voilà l'intention. Et vouloir sortir de sa zone de confort. La zone de confort, elle commence qu'au lieu de dormir dans ton lit, tu vas dormir sur le balcon. Tu verras, c'est pas plus mal. Donc ça commence par là. Qui c'est qui le fait? Personne. Après, il est parti dormir en bivouac dans les igloos là-haut. Mais c'est quoi un igloo? Mais n'importe quel camp. Tu peux emmener n'importe qui dans un igloo, c'est pas un problème. Il suffit de calculer ton sac de couchage, tu peux te bidouiller des sacs de couchage. Par contre, j'ai pas dit que c'était gratuit, attention. Il y a un travail intensif à faire dessus. Tu as vu, en rentrant à la maison ici, on filme pas là, c'est un bordel monstre. Il y a beaucoup de couture à faire, il y a beaucoup de travail, beaucoup de réflexion sur la bouffe. Ben justement, ça, tu peux nous en parler aussi. Je sais que tu bricoles beaucoup, enfin, tu as tendance à aussi sortir des choses de nulle part en disant tiens, j'ai bricolé ça. Et à chaque fois, on est sur le plateau en disant tiens, regarde, il y a une nouvelle, un nouveau truc que nous a sorti Alain. Et des fois, enfin, tu peux nous en parler. Ouais, bien sûr, ouais. Et après, évidemment, l'essentiel, quand t'as pas un rond, tu fais quoi? Quand tu as du fric, tu vas monter l'Everest et tu vas te prendre des Sherpas, tu as des grosses tentes, des gens qui portent ton sac et tout. Quand tu n'as pas un rond, tu fais comment? Donc il va falloir que tu calcules ton sac à porter, il va falloir que tu calcules ta bouffe. La bouffe, quand on part en bivouac, c'est moi qui la fabrique, avec du matos Lidl. Publicité gratuite. J'ai un truc pour déshydrater la bouffe. Je fais cuire à la vapeur des patates, des trucs comme ça. Je déshydrate. J'y mets sous vide. Et voilà, ça fait des petits sachets qui coûtent que dalle. C'est pas lyophilisé, c'est déshydraté. C'est pas la même chose. Donc, lyophilisé, c'est pour des machines qui coûtent la peau des fesses et tout. Là, j'en ai pour 50 balles de matos. J'arrive à fabriquer ma bouffe. Filtrer l'eau pour avoir de l'eau de partout. Un filtre que j'ai fabriqué avec du charbon actif, un autre filtre que j'ai acheté pour tirer à 0,1 micron près pour virer les bactéries, et un filtre aux UV. Donc 3 étapes. Sauf que changement climatique oblige. Là, on sort d'un gros bivouac en kayak, mais ça peut être la même chose en parapente. Dans l'eau, il y a les cyanobactéries. Ah, là, j'ai vu une scientifique la semaine dernière. Attention, tous mes filtres. Là, on tape dans les limites, tu vois, de ce que moi je peux faire. Donc, on se retrouve un peu bloqué. Et la même chose en montagne, se prendre des pierres sur la gueule, boire de la flotte dans un lac, même filtrer 3 fois. Après, tout ce qui est bivouac et tout, quand je dis que c'est des micro-aventures, faciles, mais pas n'importe quoi. Ça, je précise bien, facile, mais pas n'importe quoi. Avec ma femme, tout est calculé. Tout ce qu'on emmène, tout est calculé. Et là, on vient de faire encore des conneries. On vient de partir au mois de septembre. On n'a pas pris les fringues d'hiver, alors qu'il fait 3 degrés là-bas où on était, quoi. Ouais, faut tout prévoir, vraiment tout prévoir. La météo, l'endroit où tu vas, comment ça va être. Alors, il y a un type qui est exceptionnel pour moi au niveau de l'évolution. Tu me parlais tout à l'heure, on en revient au parapente. L'évolution du parapente, c'est le Suisse, Striegelmauer. Alors ça, ce mec-là, je connais bien la Suisse parce qu'il y a une partie de ma famille, mon ex-famille qui est là-bas. Plan A, plan B, plan C, plan D. Jamais te retrouver coincé dans une situation. Donc, je sais pas si tu vois le travail d'entraînement et de préparation mentale et physique et matérielle qu'il faut.
Si ça foire, t'as plus d'eau, tu fais comment? Si tu te pètes la gueule, comme Fred Souchon en pleine montagne, là-haut, t'as la cheville qui est pétée, il faut que tu redescendes 1000 mètres de dénivelé avec 2 bouts de velcro qui tiennent ton pied et 2 bouts de bois. Tu fais Il y a aussi une espèce d'adaptation mentale. Il faut être vraiment... il faut réussir à se dire... ne pas être bloqué sur une décision, réussir à en prendre des différentes en fonction de comment ça se passe. Alors, comme tu disais, être buté borné aussi pour la volonté d'aller jusqu'au bout, mais jamais perdre de vue, il faut pas rester buté borné jusqu'à la mort. Bah oui. Donc, on en revient à ces pauvres alpinistes là, qui sont décédés là, il y a 2 jours là, d'épuisement. Le plan B, il était où là faut un plan B, faut un plan C, faut un plan D. T'es coincé en pleine montagne, tu fais quoi? Faut bien que tu dormes quelque part, faut bien que tu aies quelque chose à boire, faut bien que tu aies chaud. Si tu es au chaud, que tu as à boire et de quoi survivre, tu peux tenir dans un trou pendant une semaine, quoi. Ça peut être dur mentalement, mais t'as pas le choix. C'est soit ça tu y crèves, quoi. Donc, ouais. Et ce fameux mental d'acier, on le retrouve, par exemple, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur les oublis d'accrochage en parapente aussi, quand on parle des techniques évoluent. Au début, il y avait des mecs qui se tuaient en oubliant de s'accrocher, en delta principalement. Un seul point d'ancrage, erreur d'attention, badaboum, par terre. Le dernier, là, à Saint-Hilaire, on s'est posé les questions, et j'en parlais à un pote, Julien Dussert pour pas le nommer, qui est aussi guide de haute montagne, en disant, lui, il me disait, il a parfaitement raison, qu'il faut admettre qu'on est des cons. Il faut admettre que tu es un con. Que la plus grosse des conneries, l'oubli d'accrochage, ça peut t'arriver à toi, à moi, à n'importe qui. Et là, si t'as pas un plan B, un plan C ou un plan D, t'es par terre. Et t'es mort. Donc, si tu penses que jamais ça va t'arriver, parce que ta technique est parfaite, on en revient aux écoles, t'apprends des techniques, tu mets ta ceinture anti-oubli et tout ce pataquès-là, et à partir de là, t'es sûr qu'il t'arrivera rien. Le pauvre d'Ap qui s'est tué à Saint-Île, apparemment, il avait tout, hein, il s'est tué quand même. Donc, tu vois, le plan B, il est où là-dedans? Tu dirais que c'est bien d'imaginer tous les accidents qui peuvent nous arriver. Moi, j'essaye de toujours m'imaginer, je sais pas, quand tu fais une sieste, quand tu dors, ou quand tu penses à, voilà, t'imaginer près du relief une demi-aile, voilà, faire un peu de visualisation sur qu'est-ce qui peut t'arriver. Est-ce que ça peut nous aider un peu à contrer, à trouver le plan B? Ouais. Il y a 2 types de personnes. On en revient au mental. T'as ceux qui ont les pensées positives qui dominent et ceux qui ont les pensées négatives qui les dominent sur un sujet précis. Par exemple, tu vas tenir un discours à 99% de positif et tu vas parler de 1% d'accident. T'en as, ils vont retenir que il a parlé que d'accident, tu vois. Donc, t'as des gens qui vont calculer tous les cas de figure pour se casser la gueule, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils se retrouvent handicapés, qu'est-ce qu'ils vont faire si ça les dérange pas. Un croque-mort, il voit des morts toute la journée, quoi. D'accord? Les gens qui travaillent aux hôpitaux, ils en voient tous les jours des mecs se fracasser. Donc, imagine quand t'es tout bien à l'hôpital, tu répares je sais pas combien de parapentistes. Après, tu vas voler. Le mec qui vient de m'opérer, là, c'est un parapentiste, quoi. Donc, ils ont pas trop l'air de l'empêcher de voler, quoi. Mais toi, chaque personne a une manière d'aborder le truc. Exactement pareil quand tu vas dans les hôpitaux, des toubis et du personnel soignant qui fument des clopes à la sortie de l'hôpital pendant leur pause. Tu vas pas me dire qu'ils sont pas conscients des dangers que ça peut faire et des risques qu'il peut y avoir. Sont à l'épicentre du truc. Voilà. Donc, c'est une psychologue qui expliquait ça. On a des pulsions de vie qui nous permettent de maintenir en vie, des pulsions de mort. Donc, si tu acceptes ni l'un ni l'autre, tu vis pas, quoi. Donc, il faut aussi accepter de vivre en fumant une clope, en pensant que tu vas peut-être choper un cancer, ou de vivre en ramassant des mecs qui se sont fait mal, et toi, tu vas voler dans la foulée, quoi. Sinon, tu vis plus, tu fais quoi? C'est le truc que je dis toujours, quand un gosse il sort du ventre de sa mère, si tu lui expliques tous les emmerdes auxquels il va être lié, il retourne dans le ventre de sa mère. C'est clair. Et parfait, en parlant d'enfants et de futur, du coup. Est-ce que tu arriverais à faire un petit tableau, je sais pas si tu y as pensé, mais de l'avenir du parapente dans les prochaines années, de la tournure que ça peut prendre, toi qui es quand même souvent sur le plateau de Saint-Hilaire, déjà l'évolution aujourd'hui que le parapente prend, avec quand même un essor après le Covid, comment tu vois les choses? Est-ce que... Ouais, dans l'ensemble, c'est une question générale, mais est-ce que tu as... Ouais, alors en évolution matérielle, moi je vois un truc, parce qu'on tourne avec les mêmes selles de course depuis des années, donc ça n'a pas l'air bien évolué.
Je pense que, mais j'en suis absolument pas sûr, que le drop stitch, c'est l'avenir. Le drop stitch, c'est le système qu'ils utilisent pour les kayaks depuis déjà un paquet de temps. Donc c'est une aile d'un seul bloc, plus d'intercaissons, juste des fibres entre les trucs, un seul bloc, voilà. Comme un kayak gonflable à haute pression, quoi. Par contre, j'en ai parlé à 2-3 ingés, ils me disent que c'est fabriquer la machine pour fabriquer ça qui va être très compliqué. Je pense que ça va être l'évolution, mais peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que ça sera quelque chose d'autre. Non. Donc on verra bien, quoi. Et enfin, moi, il me semble que c'est l'avenir, toi. Une aile qui a plus toutes ces coutures, tout ce bordel-là, un seul bloc en drop stitch, tu vois. Donc, mais peut-être que j'ai tout faux, hein, peut-être que ça marchera pas, ou j'en sais rien, quoi. Et sur l'évolution, sur les pratiquants, t'arriverais à avoir un œil sur la communauté est quand même toujours bienveillante, et est-ce que tu as l'impression qu'il y a un changement de comportement Oui. dans cette communauté, tu me disais en début d'interview, tu me disais que on s'entraidait en tout. Moi, il y a un truc qui m'a quand même un peu choqué sur des accidents, je parle maintenant. Le gars en mini-L qui s'est explosé à la Terreau il y a quelques années de ça en arrière, on était 4 ou 5 sur le secours. Il y avait 60 pilotes en bas. D'accord? Donc, sur un secours, c'est pas d'être 50 sur le secours, mais il faut du monde. Il faut un qui trouve un défibrillateur. Maintenant, il y en a un, comme avant, il n'y en avait pas. Il faut qu'il y en ait un qui indique aux pompiers par où il faut passer. Il faut qu'il y en ait un qui soit au téléphone pour expliquer l'état des lieux. Il faut qu'il y en ait 3 qui fassent le massage cardiaque. Tu vois, donc ça fait quand même pas mal de monde. Après, si tu sers à rien, tu te mets à l'écart, mais tu restes pas attablé avec ta bière à la main, tu vois, comme j'en ai vu beaucoup trop, des moniteurs entre autres. Bon, le pauvre diable, il est décédé. Après, ça, c'est un mal presque de la société. C'est un mal de société, ça existe dans les accidents de voiture, ça existe de partout. Mais de toute façon, tout ce qu'on trouve dans la société, on le retrouve dans le parapente. Hein. L'égoïsme total, l'égocentrisme, c'est dans le parapente la même chose que sur les routes, qu'en moto ou partout où tu vas, quoi. Hein. Donc, moi, centre du monde, le reste, s'arrêter qu'il y a un accident, pour moi, c'est la règle. Mais on revient au secours que je l'ai fait avec le gosse, il n'y a pas que celui-là, j'en ai vu malheureusement plein d'autres. Le but, c'est quand même, une priorité, c'est quand même d'agir sur un accident, quoi. Ton plaisir de voler, tu te le mets là où je pense, quoi. C'est secondaire, quoi. Est-ce que tu auras un sujet sur lequel tu voudrais qu'on aborde un peu pour finir, quelque chose qui te tient à cœur? Là, on a fait un peu le passé, on a fait le présent. Est-ce que tu veux qu'on vienne sur les techniques? Justement, technique et tout, si, on avait commencé à aborder un petit peu le truc il y a 2 minutes. Je l'ai perdu de vue et c'est bien qu'il me le remette. C'est le côté contemplatif. Ouais. C'est qui disait un alpi, je me rappelle, tu me retrouveras. Quand tu es alpiniste, c'est pas le sommet qui compte, c'est le plaisir de monter, quoi. Nous, dans ce qu'on fait, comme on disait tout à l'heure pour l'aile avec laquelle je vole, c'est le plaisir de voler, le plaisir de voir des beaux paysages et tout. Si tu tapes dans les kilomètres, en ce moment tout le monde est axé, il y a un changement d'état d'esprit là-dessus, faire des kilomètres. Moi, mes stages croches, je les ai appelés en dérision les stages de PD, plaisir découverte. Sympa, Yann. Je vais avoir les associations. Non, mais il y a plein de potes qui sont là-dedans. Je rigole, mais c'est tourné en dérision. Bien sûr. Au 2e degré, bien sûr. Hein. Complètement. Donc, voilà, quand tu pars de Champs-Rousse et tu vas jusqu'à Alvar, tu peux tirer une ligne droite qui fait 30 km. Tu peux faire tous les méandres, j'appelle ça les méandres, toutes les combes, tout le machin, tout le bazar en y passant toute l'après-midi. Tu auras peut-être fait 200 bornes en allant visiter toutes les buttes, tous les trucs. Rentrer, choper quel thermique, se balader, ouais. Se promener. Mais si t'aimes pas, regarde les récits des champions, ils sont là pour battre des kilomètres. Ils sont pas là pour la beauté du paysage. Moi, je suis là pour la beauté du paysage. Donc si ça me fait chier d'aller au Saint-Hénard, parce que je préfère aller à la dent, je vais à la dent. Tous les vieux m'emmerdent à cause de ça. Du Bolou Saint-Hénard, non. Je préfère aller à un endroit qui est plus joli. Voilà. Et le truc, un des trucs les plus, alors qui paraît débile, que j'ai fait, mais j'en suis extrêmement fier, c'est ça que j'ai raconté en 2 minutes. J'arrive, comme je fais du kayak du kayak au démarrage, je fais parce que j'ai peur de l'eau à l'origine, t'expliquerai comment ça s'est fait. Je peux raconter l'histoire. Depuis que je suis né, j'ai peur de l'eau, quoi. Je sais pas, il y a une merde, c'est passé quand j'étais gosse. Dernière vacances, je pars avec ma femme en bord de mer, j'ose même plus mettre un pied dans l'eau. J'ose plus mettre un pied dans l'eau. On va revenir au parapente, hein.
Ça m'a tellement pété les couilles, je rentre à Decathlon, je m'achète un kayak. Je dis, connard, on va voir maintenant si... Donc j'ai repris le plaisir de l'eau, on en a avec ma femme, au début je me fouettais comme grave, jusqu'au jour où je vais à Carrefour, j'achète un petit kayak gonflable, un truc de gosse gonflable, une pagaie dans ma sellette, cocon, la pompe, je décolle de Saint-Île avec tout mon merdier, je vais en face poser au lac de Croc. Là j'ai failli m'en coller une gigantesque, c'était une aérologie de merde, au milieu des rochers et tout, je sais pas, miracle, ça me fait pas mal. J'arrive là-haut, avec tout mon bordel, 36 kilos de merde. Hein. J'arrive là-haut, je pose tout, je gonfle mon kayak, et là, t'as une nana qui arrive, sortie de je sais pas trop d'où, mais vous faites quoi, là? Je dis, ben, je vais faire un tour sur le lac. Et le gros sac, c'est quoi? C'est un parapente? Et vous venez d'où? Ben, de la montagne d'en face, je suis venu. Et la fille, elle me regarde comme ça, tu sais. L'extraterrestre. L'extraterrestre, c'est le mec vieux, 60 et quelques, qui arrive avec un sac de 36 kilos, qui croule sous son merdier, qui gonfle son petit bateau au bord du lac de Croc. Maintenant, ça va devenir interdit là-haut, parce qu'à cause de la pollution. Et je vais faire mon petit tour sur le lac, je reviens, la fille me filme, du coup. Je dégonfle tout mon bordel, et je remets tout dans la sellette, et là, t'as 2 pêcheurs, et j'avais pas de marge pour décoller, il y avait même pas 10 centimètres si je me loupais, quoi. Donc, 2 pêcheurs me tiennent l'aile, là-bas, la X1, en plus, pour ranger les choses. Je lance mon modèle et je fous le camp et je rentre à la maison. Et je suis passé pour un gros débile, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça, micro-aventure. Bon, techniquement, c'est un peu plus compliqué que je vous parlais tout à l'heure. Et toi, le pire, toi, le phénomène c'est un combo, quoi. C'est un combo, voilà, comme Antoine Boissier, qui part avec ses skis, avec les Twix, qui va faire du ski en face et qui est rien, qui pose dans l'herbe, quoi. C'est excellent, fallait avoir l'idée. Ouais. Et toi, le côté, ouais, après, là, c'est un peu techniquement, il fallait quand même pas trop se rater, quoi. Mais bon, on peut faire des combos comme ça qui sont moins engagés et qui t'amènent aussi un plaisir. C'est pas un record, mais putain, pour le fun, quoi. Oui, en fait, souvent on s'attache à ce que tout le monde veut faire, c'est les kilomètres, et on pense que c'est ça qui va nous rendre heureux. Ouais. Mais en fait, si tu pars, on en parlait un peu avec Nicolas aussi, Nicolas Plein, il a fait le podcast aussi il y a quelques jours. On parlait de l'envie, en fait. L'envie, si c'est faire des kilomètres pour faire des kilomètres parce que tout le monde en fait, bah en fait, moi, mon envie, c'était peut-être juste d'aller à la dent de crawl, poser et... On en revient à l'intention de démarrage. Tu veux faire quoi? Tu veux faire du parapente, tu veux voler haut. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux monter haut, comme fait Girard, battre des records de hauteur. Tu veux faire des records de distance, comme Pinot et tous les autres. Ok. Tu veux faire ta balade dans Beldon. Tu veux aller au Saint-Hénard, comme tous les vieux, tous les jours. Mais s'ils sont contents, tout est respectable. Monter à pied, descendre juste en volant, sans thermique. Pour moi, tout est possible. Ouais, tout est respectable à une seule condition, c'est d'être en accord avec soi-même. Si t'es pas en accord avec toi-même, tu vas te rendre malheureux, tu vas faire chier ton environnement, tu vas emmerder tout le monde. C'est pas comme ça que ça va se passer. Mais si t'es en accord avec toi-même, bien faire ce que tu veux, voler 2 heures, 3 heures ou 5 minutes. Parfait. Bon, ça fait une belle conclusion, je pense. Si, à moins que tu avais d'autres choses, mais... Non, très content de te retrouver. Sur l'accord avec soi-même, je trouve que c'est top. Ouais. Finir là-dessus. Parce que... Et dans le respect, bien sûr, une chose importante, le respect de l'environnement. Ouais. On en parle de plus en plus pour les effets, tous les machins comme ça. C'est notre terrain de jeu, donc... Regarde, hier, on vient de faire 500 bandes de détour pour 2 heures de kayak, c'est de la connerie. C'est le jeu après, c'est le jeu, mais il faut essayer de réfléchir un petit peu, sans jouer aux écolos de base, si tu veux quand même faire gaffe de pas trop pas raconter que le parapente est un sport écologique. Ouais, non, ça on va peut-être pas dire ça. Mais c'est vrai que tendre vers un maximum de partager les navettes. Discuter, dire bonjour. Salut, comment ouais, c'est être bienveillant. Voilà, bienveillant. Garder cette bienveillance qu'on a eu c'est héréditaire. C'était une petite blague encore pour finir. C'est ma femme au début, elle était avec moi, là, c'est un peu d'années sans rien, elle me dit, mais les gens, quand ils te croisent, ils disent, alors moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Il y en a pas un qui te demande, bonjour Alain, comment vas-tu? Et c'est la base, quoi. C'est la base, ouais. Bonjour, ça va. Comment tu vas? Je suis content de te voir. Est-ce que toi tu vas bien? Est-ce que sans lui demander, t'as fait combien de kilomètres? Est-ce que tu étais heureux? Est-ce que t'as fait un truc qui t'a rendu heureux? Est-ce que t'as vu des belles choses? Pascal qui fait des magnifiques photos en l'air, des dessins, des tas de trucs. Moi, j'emmène du matos de dessin maintenant, des dessins naïfs, parce que c'est respectable, j'ai du plaisir à faire des dessins naïfs, de paysages, de gosses, ou n'importe quoi. Tout est respectable. Voilà. Merci beaucoup Alain. C'est moi qui te remercie, chef. Reçu et puis d'avoir pris le temps de discuter
sur tout ça. Et puis, j'espère que tout ira bien après pour la reprise. Ça va y T'as faire. déjà repris, là? Oui, bien sûr. Hein. Bon, bah, top. Et ben, on se voit sur un déco, là. À plus, chef. À plus, Alain. Merci beaucoup.